est intéressant sur le diagramme, c'est de voir que vous allez avoir un entremêlage, un entremêlement de symptômes. Certains, comme la ligne jaune ici, ne seront pas affectés. Donc vous allez avoir un même symptôme qui va pouvoir rester à partir de l'absorption de la substance testée. Vous allez avoir un autre symptôme qui va faire juste un simple pic, comme le bleu turquoise ici nous le montre, puis il va pouvoir se calmer. Et puis vous allez avoir d'autres symptômes qui vont au milieu de ça venir osciller, partir, revenir, ce qui fait que ça rend les choses très, très difficilement lisibles. Et vous comprenez comment, finalement, encore, on est obligé d'avoir recours ici aux mathématiques pour que, à la suite de ce premier choc sur la force vitale, vous voyez que le choc doit être amorti progressivement, et c'est pour ça que l'organisme, s'il le peut, va faire des symptômes contraires, mais les contraires n'existent pas à chaque fois, et on va avoir du coup toutes sortes de symptômes qui vont aller et venir, parce que l'organisme, qui va être attaqué par un excès d'énergie, quelque part, va être obligé de faire écouler cet excès d'énergie. Et cet excès d'énergie va être bien obligé d'emprunter les canaux existants déjà chez le patient. Ça va nous amener encore à une autre discussion. Tournons un petit peu la page. Ce qui est intéressant ici, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas entre l'expérimentateur et le patient d'autre différence finalement que le seuil qui va pouvoir lui permettre de déclencher une réaction. Comme vous le savez depuis le premier cours, les premiers cours, la première année, on peut démontrer que le seul fait de rapprocher une dose va être perçu par la force vitale. Ça déclenche des réflexes qu'on peut mesurer en tout, au niveau de la contraction cardiaque, de la contraction des pupilles, bien d'autres choses. Et ce seuil donc est tellement minime, vous imaginez que dès que vous en mettez dans la bouche à un patient, c'est déjà peut-être quelque part trop. Et donc cette quantité minimale chez l'expérimentateur sera forcément un peu au-dessus. Pourquoi là encore? C'est parce qu'il va falloir remplir plus d'énergie, apporter plus d'énergie pour pouvoir avoir une chance de déclencher l'ouverture d'un canal qui existe chez ce patient et qui est déjà un des canaux, du médicament. Il faut qu'il y ait au moins une superposition partielle entre la topologie du patient et celle du médicament. Et c'est qu'à ce prix-là, en augmentant artificiellement la dose, qu'on va arriver à déclencher un canal quelque part qui existait chez le patient et qui va être activé par le médicament. Vous imaginez, et quand même, je voudrais quand même vous faire souligner, le passage ici, Hahnemann dit « si la dose est excessive ou si la dynamisation est trop basse ». Et donc, si Kent avait lu ça, il aurait été bien, bien embêté pour nous en rendre compte, n'est-ce pas? Je vois la tête que fait mon père. Et c'est quand même gonflé de nous expliquer que qu'on donne 1 ou 1000 globules, ça fait le même effet. Enfin, je veux dire, il faut quand même un certain degré d'oblitération mentale, quelque part, pour se dire que même un type brillantissime comme Kent, à un moment donné, clac, il y a un phénomène de hier, il y a un arrêt du raisonnement. Et Hahnemann dit bien, si la dose est excessive, ça veut dire en fait qu'on arrivera à donner trop de dynamisation. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'énergie excessive. Et évidemment, l'autre façon de donner une quantité d'énergie excessive, c'est juste donner trop de matériel, puisque ce sont juste deux formes différentes de la même chose, soit sous la forme dynamisée, soit sous la forme trop matérielle. Et donc, là encore, vous imaginez ce que veut dire Hahnemann ici, c'est que si ces précautions sont exactes chez l'expérimentateur, et que si on ne les observe pas, on va déclencher un cataclysme de symptômes, eh bien, c'est chez le malade 1000 fois plus vrai. Comme le patient, lui, il a vraiment le maximum de canaux qui sont parallèles, pour essayer de trouver encore un autre exemple, avec ce que la substance est capable d'enclencher, vous imaginez que là, on va avoir la libération de tonnes de symptômes. C'est pour ça aussi que si les canaux chez le patient, ou plutôt chez l'expérimentateur, n'existent pas, s'il n'y a aucune concordance topologique entre la forme du remède et ce que lui a comme canaux, ben vous pouvez bourrer ce que vous voulez, il n'y a rien qui va sortir, parce que ces échappements-là ne seront pas activés. Ah, je me fatigue, j'espère que ce cours va rentrer, que je ne vous ai pas trop violenté en esprit. Et donc, tout l'art de la prescription se résume à ça. Il faut que vous arriviez à laisser s'épuiser l'effet de la première impulsion, ou de la deuxième, la troisième. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un qui vient de reprendre sa dose, et qui, aux 24 heures ou au troisième jour,
commence déjà à avoir des symptômes d'aggravation, tout ça est très bien, eh bien, derrière, il faut surtout attendre que le cycle soit parcouru pour que cet excès d'énergie puisse être éliminé, je dirais écoulé, c'est la meilleure façon, je crois, de le voir, par l'organisme, à travers les canaux qui vont être ouverts, libérés, etc., sous la forme de symptômes. Si vous ne le faites pas, et que soit vous bombardez le patient ou l'expérimentateur, vous allez avoir des grosses réactions. Qu'est-ce qui va se passer? Chez l'expérimentateur, à force de le bombarder, de le bombarder, de le bombarder, vous allez finir par forcer le passage, puisqu'il va y avoir de toute façon une telle quantité d'énergie qu'il va bien falloir que ça passe quelque part. Pratiquement, je dirais presque, vous allez créer un trou